recherche et puis sa thèse de doctorat était en collaboration entre l'INIM, l'École nationale d'ingénieurs de Monastir, le laboratoire de génie mécanique, et l'École supérieure de mécanique de Marseille, qui est co-dirigée, c'est une thèse en co-tutelle, qui est co-dirigée avec notre professeur Abdelrahim Dobbi, malheureusement qui n'était pas parmi nous aujourd'hui, et professeur Olivier Debord de Paix à son âme. Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui pour nous parler des approches multi-échelles pour une prédiction fiable de la limite de l'utilité des matériaux métalliques. Voilà, merci beaucoup et à vous la parole. Merci beaucoup, Sissal, cher ami. Merci pour la présence ici, merci pour le comité d'organisation pour cette invitation. Donc, je suis honoré d'être là depuis la dernière fois que je suis venu à Monastir, c'était en 2007 au CNSM. Je reviens en 2023 avec un parcours peut-être un peu plus riche. Donc je me présente rapidement, je suis Ahmed maître de conférence à l'INSA de Metz depuis 2013, ça fait une dizaine d'années. Je suis dans l'équipe Computational Mechanics, mécanique numérique, pour les gens dirigés à l'époque par son chef historique Michel Potéferry, qui est parti à la retraite maintenant, au laboratoire de mécanique et de le Lab 3. Et donc, par hasard, on est deux keynotes en parallèle, la mienne et celle de Tarek Zina. On est dans la même équipe, on n'est pas dans le même établissement, mais on est dans la même équipe de recherche. Donc, dans le cadre de ces keynotes, je vais vous parler d'une activité importante qu'on mène depuis une dizaine d'années sur la prédiction de la limite d'utilité par des approches multi-échelles. Donc voilà, le plan de la présentation est le suivant. Je vais commencer par quelques généralités scientifiques, très générales pour introduire le contexte scientifique. Ensuite, je vais définir les critères de perte de ductilité. On parle des critères de ductilité ou de limite de ductilité. Ensuite, je vais aborder, avant d'expliquer le critère de perte de ductilité, je vais introduire la notion de ductilité et les phénomènes physiques qui conduisent à sa perte. Je vais ensuite enchaîner avec les résultats qu'on a obtenus au début de ce jour à Metz en utilisant des approches phénoménologiques macroscopiques. Et après, je vais détailler en fait les limitations de ces approches philo et pourquoi on a utilisé des approches multi-échelles pour prédire la limite de ductilité. Voilà, donc la motivation scientifique, c'est quasiment ce qu'on trouve partout dans les domaines de mise en forme en ce moment. En fait, la conjoncture mondiale actuelle, elle est extrêmement tendue, elle est caractérisée par deux phénomènes importants, le phénomène de réchauffement climatique, le phénomène également de rareté des matières premières. Ça on le voit surtout avec les tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine, entre, comme il a expliqué hier, c'est Al Jazeera avec l'Afrique. Et donc, cette conjoncture assez difficile mondiale, en fait, a poussé les décideurs politiques et les acteurs économiques et industriels à développer ou bien à trouver des solutions pour alléger les structures et les composants métalliques utilisés dans des applications soit domestiques, soit industrielles. Donc, cet effort d'allègement des structures, il passe obligatoirement par la conception de nouveaux matériaux qui ont des propriétés mécaniques très optimales, avec un poids assez réduit. Et donc, parmi les matériaux maintenant qui sont très étudiés, on parle par exemple des aciers à haute résistance, des nouvelles alliages d'aluminium, les matériaux hexagonaux comme le titane, bien les zinc, et les matériaux composites également. Nous, notre équipe, on travaille principalement sur les métaux, les matériaux métalliques. Et donc, bien évidemment, la conception et la production de ces nouveaux matériaux nécessite en fait deux activités, ou bien deux tâches importantes. La première activité, c'est mettre en place les moyens techniques et technologiques pour pouvoir concevoir et produire ce type de métaux, ou bien de matériaux. La deuxième en fait, tâche qui est très importante, qui nous intéresse ici en particulier dans cette présentation, c'est comment développer des méthodes numériques, analytiques, théoriques ou analytiques ou numériques, fiables pour pouvoir en fait décrire d'une manière assez précise et efficace et pertinente, décrire ou bien modéliser ou déterminer les propriétés de ces matériaux-là. Et donc, quand on parle des propriétés optimales des matériaux, je peux citer en fait trois propriétés. La résistance mécanique, c'est-à-dire l'élasticité soit initiale, soit ultime,
On parle également de l'anisotropie plastique, si vous avez en fait un matériau métallique. Et on parle également de la ductilité. Nous, on est intéressé par le développement des outils qui permettent de prédire d'une manière assez précise la ductilité des aciers ou bien la ductilité des tôles minces. Donc, avant de commencer en fait à parler de ductilité, j'aimerais en fait définir c'est quoi la ductilité, puisque la définition elle est assez large. Si vous tapez le mot ductilité sur Google, en fait, une parmi les références qui sort, c'est le Wikipédia, qui dit la ductilité d'un matériau, c'est sa capacité à se déformer plastiquement sans se rendre. Donc on peut regarder maintenant, c'est ça la première phrase. Il y a une explication un peu évasive après. Donc moi, partiellement, je suis d'accord avec cette définition-là, sauf que le mot se rendre, c'est un mot qui me paraît assez modélisé, assez évasif, n'est pas tout à fait clair. Et donc, pour deux raisons principales. La rupture, c'est un phénomène continu et progressif, c'est-à-dire que ça part par la germination des cavités, la croissance des cavités et la coalescence. Donc on peut parler de fissuration également. Et donc c'est un processus continu et on a du mal parfois à identifier quel moment on peut dire que le matériau est rompu. Voilà, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est philosophique aussi, c'est que la rupture, en fait, quand vous prenez une tôle, vous faites un essai de mise en forme, on dit que la tôle, elle est abîmée, si on peut utiliser ce mot-là, elle est abîmée, ce n'est pas quand elle est rompue complètement, mais plutôt c'est avant la rupture. C'est-à-dire que la définition, la durée de vie d'un matériau, ce n'est pas la route totale, ce n'est pas la rupture totale, mais c'est un stade qui arrive avant. Et donc, nous, on a réussi, on a donné notre définition qu'on peut discuter. C'est quoi cet instant-là? C'est l'instant, moi je remplace le mot se rendre par le mot l'apparition des instabilités. C'est-à-dire que la ductilité, c'est la capacité d'un matériau à se déformer plastiquement avant l'apparition de tout type d'instabilité. Et donc les instabilités, vous avez deux types d'instabilités. Vous avez les instabilités matérielles. Vous avez des instabilités matérielles, c'est ce qu'on a fait à l'école. En fait, vous prenez une tôle, vous tirez sur la tôle. À un certain moment, quand vous arrivez à la limite de la courbe force déplacement, on voit apparaître une sorte de striction, c'est la striction diffuse. Après, vous continuez à tirer, et cette striction-là, elle se localise dans une bande très étroite, et c'est ça le stade ultime avant la rupture, c'est la striction localisée. Donc vous avez deux types de striction. Les instabilités matérielles, c'est deux types, la striction diffuse et la striction localisée. Pourquoi la l'appelle matérielle? Puisque c'est un type, c'est une famille d'instabilité qui dépend principalement du comportement mécanique du matériau. Elle ne dépend ni de la géométrie, ni du processus de mise en œuvre, ni du conditions limites, et ni de la forme de la pièce. Donc c'est vraiment une information purement matérielle, qui dépend du comportement mécanique. Vous avez un autre type en fait d'instabilité, plus générale, mais qui inclut d'une manière implicite les instabilités matérielles, c'est les instabilités structurelles. Les instabilités structurelles, c'est un phénomène en fait plus rencontré dans les applications industrielles. Là, j'ai fait des petites images. En fait, là, vous avez le problème de flambage plastique, sur l'effet d'un chargement mécanique. Et là, en fait, c'est la confession, vous prenez un tube très mince, vous le comprimez, et notre objectif, c'est de savoir quand ça flambe. Et donc, ça, c'est une application industrielle. Ça, c'est un chargement mécanique. Vous avez également le flambage sous l'effet d'un chargement thermique, l'augmentation de la température qui crée une certaine dilatation. Plutôt, ce n'est pas un chargement que thermique, c'est thermomécanique. En fait, le matériau va se dilater sous l'effet de la température, il est fixé des deux côtés, et donc forcément il ne peut pas bouger, il est obligé de former. Donc c'est un phénomène assez intéressant. La SNCF en France travaille beaucoup pour modéliser ce type de flambage. Et vous avez un autre type, en fait, entre autres, d'instabilité structurelle que le plissement qu'on voit souvent dans les pièces métalliques. Donc l'objectif de cette présentation, c'est savoir comment modéliser ce type de friction, la friction localisée. Je donnerai un petit mot, en fait, puisqu'on commence à s'intéresser à la fin de ma présentation sur le flambage plastique. On a des activités de recherche en cours sur le flambage plastique, mais exclusivement, dans toute la présentation, je parlerai de la friction localisée. Donc, pour identifier la friction localisée, c'est simple. Donc, vous avez chaque propriété au phénomène mécanique, on peut l'identifier par une certaine mesure. Je parle de la résistance mécanique, vous avez la limite d'élasticité initiale, la limite d'élasticité ultime. L'anisotropie, vous avez la surface de charge et le potentiel plastique. La ductilité, la formabilité, c'est le corps limite de formage. Donc, c'est l'identité d'un matériau. C'est quoi le courbe limite de formage? En fait, c'est une courbe définie pour les tôles minces dans l'espace des déformations principales. Vous venez, en fait, vous appliquez des schémas de chargement qui vont de la
traction inertiale, c'est-à-dire vous commencez à tirer sur l'hypomètre en traction inertiale, et quand vous voyez apparaître l'instabilité, vous fixez le point dans l'espace de déformation principal. Après, vous faites exactement la même chose pour d'autres trajets qui vont de la traction uniaxiale jusqu'à la traction cubiaxiale. Traction uniaxiale, je tire dans une seule direction, et puis biaxiale, je tire dans des directions avec le même niveau de déformation. Donc, pour déterminer cette carte d'identité du matériau, carte de ductilité, la norme ISO, en fait, elle impose un nombre d'essais. Généralement, pour établir une CLF complète expérimentalement, on fait 16 trajets de chargement, de la traction uniaxiale jusqu'à la traction biaxiale et puis biaxiale. Les essais de formabilité sont des essais trop peu répétitifs, et donc on est obligé de faire au moins 3 essais pour chaque trajet de chargement. On peut faire beaucoup plus si l'écart est important. Et donc, au total, pour prédire, pour déterminer expérimentalement une courbe pareille, il nous faut une cinquantaine d'essais. Ça coûte très cher. Les moyens expérimentaux, l'étole, c'est assez conséquent de prendre le temps et l'argent à payer pour établir une courbe de formage. Et donc, on a trouvé l'alternative. On est capable maintenant, si on n'a pas les moyens expérimentaux, à faire les essais d'une manière virtuelle. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une tôle virtuellement. On suppose que la tôle c'est un milieu homogène et infini, donc on n'a pas les effets de bord, on n'a pas les conditions limites, on n'a pas la géométrie. On commence à tirer cette tôle-là, et en connaissant le comportement mécanique de la tôle, et on couple en fait le comportement mécanique avec un critère d'instabilité. On déroule en fait un calcul numérique, et à un certain moment la stabilité va apparaître selon ces critères-là, et c'est là qu'on a le point. Et donc c'est un process beaucoup plus simple que l'expérimental. Je ne dis pas que ça remplace l'expérimental, mais ça va en paire, c'est-à-dire deux démarches qu'il faut le faire généralement en parallèle. Et donc nous, notre domaine d'expertise, c'est comment déterminer ces courbes-là d'une manière numérique. On n'est pas peut-être les meilleurs dans les modèles de comportement, on n'est pas les meilleurs dans les analyses d'instabilité, mais on a une activité, on est connu par le couplage entre les modèles de comportement et les critères d'instabilité. C'est ça notre... En fait, si vous allez dans l'école, vous discutez avec, ou bien vous faites une analyse de l'école française de la mise en forme, vous avez deux familles en fait. Vous avez la famille comportement, qui font les essais de mise en forme, vous avez la famille instabilité, et nous, on est vraiment juste au milieu entre les deux. On essaie, notre savoir-faire, notre force, c'est coupler ces outils-là. Donc, avant de parler de modèle de comportement, qui sera en fait l'objectif de la présentation, j'essaie de définir les critères de ductilité. Comment on peut prédire la ductilité ou bien la stabilité. Donc, je peux le classer comme les instabilités en deux familles. Vous avez les critères ingénieurs, je commence par les critères de force maximum, c'est le critère de Swift en particulier. C'est ce que nous avons vu en première année. Vous prenez une poubelle de traction inertiale, vous tirez sur la poubelle. Quand la force atteint son maximum, c'est là que vous avez l'apparition de l'instabilité. C'est ça. Donc ça c'est Swift en 1885. Swift, il est venu, Swift c'était après. 1952, il a étendu les critères de considère des chargements biaxiaux. Après, il y avait d'autres modèles de force maximum, comme celui de Aura ou de Hill. Et donc, ça, c'est une famille de critères ingénieurs qui est utilisée beaucoup dans les applications académiques ou même dans les milieux industriels. Vous avez une deuxième famille, c'est la famille des approches par imperfection initiale. C'est-à-dire, vous prenez une colle virtuellement, vous supposez que vous avez une bande au niveau de la colle, ça pourrait être une certaine imperfection géométrique, c'est-à-dire un investissement localisé de la section, ou bien une imperfection matérielle, une faiblesse au niveau des propriétés mécaniques du matériau. Vous commencez à tirer, vous avez déjà provoqué la bande, et donc la déformation, forcément, elle va se localiser au niveau de cette bande-là. Donc ça, c'est des approches, je l'appelle approche ingénieur. Vous avez les critères théoriques, et donc là, je les divise en deux parties. Vous avez les approches de bifurcation, c'est notre activité forte au niveau de l'équipe, et vous avez l'approche par perturbation. La perturbation, donc c'est vous perturbez les équations constitutives. Je vous rappelle, en fait, si vous avez une pendule comme ça, la bille elle est en bas, vous avez deux positions d'équilibre, vous avez une position d'équilibre stable ici, vous avez une position d'équilibre vers le haut, instable. Et donc pour étudier la stabilité de la position d'équilibre, vous faites une petite perturbation, vous perturbez en bas, la pendule elle va revenir à sa configuration initiale, vous tournez la pendule en haut, c'est une position d'équilibre, mais instable. C'est-à-dire, il suffit de bouger un peu, ça part. Et donc la perturbation pour déterminer les SLF, c'est exactement la même chose, sauf que l'application, ce n'est pas les équations de mouvement, mais plutôt les équations constitutives. C'est-à-dire, je prends les équations, j'impose un petit delta epsilon, et quand ça revient à la configuration, en fait, c'est une onde, hein, et donc quand ça revient à la configuration
d'équilibre, je suis en stabilité. Quand ça part, le comportement est instable. Et donc nous, on est plutôt fort, pour être modeste aussi, on travaille beaucoup sur le phénomène de bifurcation. On est parmi les rares en France qui travaillent sur la bifurcation. Généralement, en fait, il y a l'équipe, dans notre équipe, à la Molinari, dans le laboratoire, il y a à la Molinari qui travaille beaucoup sur la bifurcation. Également, à l'Asbekation Ahmed Benhalal, en fait, qui travaille sur la perturbation. Nous, plutôt, on est sur des phénomènes de bifurcation. Donc, je vous explique un peu la stabilité par bifurcation. Avant d'expliquer ça, en fait, comme je l'ai expliqué, c'est que vous avez un modèle de comportement et vous avez un critère d'instabilité. Il faut coupler les deux, dérouler le calcul d'une manière incrémentale. À chaque incrément, tester est-ce que le comportement par les critères d'instabilité, est-ce que le comportement est stable ou non. Il est stable, je continue. Il est instable, j'arrête. Et donc, pour définir le comportement mécanique, enfin, j'ai écrit sous cette forme générique, un point est égal à G. C'est quoi un point? C'est la vitesse de contrainte nominale. C'est la vitesse de contrainte nominale. Traction initiale, c'est la force divisée par la section initiale. Le G, c'est le gradient des vitesses, c'est F point F-1. Donc ça, c'est pour les gens qui sont familiarisés par les phénomènes de grande déformation. En fait, c'est l'écriture phénoménologique d'un modèle de comportement. Si vous êtes en petite déformation, le 1 point, ce sera remplacé par sigma point, puisque vous avez toutes les mesures de contrainte sont équivalentes. Le G, ça sera remplacé par epsilon point. Le L, ça sera remplacé par le module tangent et l'isoplastique. Pour les gens qui ont développé des UMAT, le CEP, le module tangent et l'isoplastique, c'est le DBS-DBE que vous définissez à la fin du UMAT. Et donc ça, j'écris tout modèle de comportement en grande déformation, on peut l'écrire de cette forme-là, un point est égal à G. Maintenant, j'essaie de traduire le phénomène d'instabilité, j'essaie de le traduire ou bien de l'exprimer comme un problème de perte d'unicité de solution, de bifurcation. Vous tirez sur une couverte, initialement le comportement est à peu près homogène, vous continuez à tirer un peu, vous aurez une bande de localisation qui va naître. Cette bande-là, physiquement, en fait, elle est caractérisée par un saut de déformation, c'est-à-dire la déformation en dehors de la bande de localisation, elle est très lente, et dans la bande de localisation, elle est très rapide. Donc vous avez un saut de déformation que je peux exprimer par cette condition-là, la condition de Damar, en fait, en 1929, et après, en fait, vous couplez cette condition-là avec l'équation d'équilibre, et on obtient cette expression-là du critère de bifurcation de Rice déterminant n à n égale à 0. C'est-à-dire, c'est quoi le n? C'est le vecteur normal à la bande de localisation. Le vecteur normal à la bande de localisation. Donc, c'est simple, pour déterminer le critère de bifurcation de Rice, on fait un calcul simple, selon un trajet donné. À chaque incrément, je calcule la contrainte, la déformation, le gradient de la contrainte par rapport à la déformation sur le L. J'essaye toutes les orientations possibles dans l'espace. Si il y a au moins une orientation où le déterminant LLM s'annule, donc j'ai atteint la localisation. Et cette bande-là, en fait, c'est la bande de localisation. Si pour toutes les orientations possibles, le déterminant de LLM est positif, je continue à tirer. Voilà. Et donc, c'est un problème d'optimisation sous contrainte. Il n'est pas compliqué à implémenter. Et donc, toute la difficulté, c'est comment déterminer cette matrice L, ce tenseur L, le module tangent et la plastique. Et donc, depuis une dizaine d'années, on est à la chasse de ce tenseur L, avec tout le modèle de comportement. On fait epsilon, sigma, on calcule, les gens s'arrêtent epsilon, sigma, moi je m'intéresse beaucoup plus à L, c'est-à-dire comment je calcule le gradient de la déformation, le gradient de la contrainte par rapport au gradient de la déformation. Bon, je vous donne quelques applications sur les calculs de ce L-là pour le modèle phénoménologique ou macroscopie, c'est ce que nous avons appris à l'école avec le phénomène d'écrouissage et l'isopropie. En fait, ce L-là, c'est la somme de deux parties. CEP, c'est le module tangent et l'isoplastique anti-déformation. Si vous ne faites pas des grandes déformations. Le S, le sigma, c'est les termes de non-linéarité géométrique qui décrivent les grandes déformations, les grandes rotations également. Si vous êtes en petite déformation, le L est égal à CEP, le S est égal à 0. Maintenant, si CEP, c'est la somme, ou bien la soustraction de deux termes, le CE, au moins un deuxième terme que je vais appeler CP. Voilà, c'est ça le CP. C'est CE vectoriel tensoriel VP. CE double contracté VP, tensoriel VP, CE sur VP, CE, VP plus H. Donc le CE c'est l'élasticité, le CE c'est l'élasticité, le VP c'est le normal sortant à la surface de plasticité, c'est la loi d'écoulement plastique, la loi de normalité, le H c'est la forme de la loi d'écrouissage. Et donc, dans cette matrice-là, dans ce tenseur-là, on voit le comportement, on voit l'écoulement plastique, c'est le VP, si vous avez la plastique, comme
je le décris ici, ça va influencer le VP. Si vous avez des cruissages isotropes, ça va influencer le H. Et si vous avez également les cruissages cinématiques, ça va influencer les deux. Ça va influencer le H et ça va influencer le VP. Et donc là, on commence à sentir un peu de physique dans ce module tangent. Voilà. Donc, pour vous expliquer le lien entre la physique et la détermination des courbes limites de formage, on a fait quelques simulations sur plusieurs projets de recherche. La première simulation, on a essayé d'étudier le fait d'exposant de la loi des cruissages. Vous avez la loi des cruissages sigma k, sigma y est égal à k epsilon à la puissance n. On essaie de regarder l'effet de n sur la courbe limite de formage. Donc là, vous avez l'effet de n. Donc vous voyez, quand vous augmentez le n, vous augmentez la limite de ductilité, vous montez la courbe en haut. Ça, c'est un phénomène très connu. On le dit aux élèves en première année, en deuxième année d'école d'ingénieur. Quand vous avez une courbe de cruissage plus forte, vous avez un matériau plus ductile. Et donc c'est ça l'explication. Maintenant, les cruissages cinématiques. Les cruissages cinématiques, c'est un phénomène qu'on le trouve généralement dans les matériaux biphasiques, comme les aciers d'épée, dual phase. Et donc là, la conclusion, elle est assez mitigée. On ne comprend pas jusqu'à maintenant, est-ce que les cruissages cinématiques baissent ou augmentent la limite de ductilité? Généralement, ça augmente, mais pas avec toutes les lois des cruissages, pas dans tous les trajets, et donc c'est un phénomène, sujet assez ouvert. L'anisotropie plastique, ça c'est très intéressant. Si vous prenez une tôle, et vous prenez une tôle, vous découpez des éprobates, vous faites un essai XLF. Après la même tôle, vous faites du laminage. Quand vous laminez la tôle, vous allez changer l'anisotropie, vous allez jouer sur la texture, changer l'anisotropie, et après, vous déterminez la CLF de la tôle laminée. Donc, tôle avant laminage, tôle après laminage. Pour la partie droite, la partie gauche de la CLF, de la traction uniaxiale à la traction plane, aucun effet de l'anisotropie sur la courbe. Et quand vous approchez de la traction équibiaxiale, ça, c'est là qu'on voit l'effet de l'anisotropie sur le comportement mécanique. Et donc, ça, c'est un indicateur fort sur le lien comportement mécanique, ductilité. Dernière simulation, c'est l'effet de la viscosité, c'est-à-dire que vous prenez, on prend virtuellement une tôle, on fait un essai de déformement, on fait un chargement à une vitesse donnée, on détermine la courbe limite de formage, après on multiplie la vitesse par 10, est-ce que ça va augmenter la CLF ou la baisse? Donc, la viscosité, si vous avez un matériau qui présente une viscosité non nulle, la viscosité favorise l'augmentation de la ductilité. Ça, c'est très intéressant pour les gens qui font des essais de crash, qui est un phénomène de dynamique par excellence. Et quand vous tirez un matériau très rapidement, vous augmentez sa ductilité. Ça, c'est très intéressant également. Et donc là, on a essayé, dans une première étude, de déterminer le lien entre le comportement mécanique et le courbe limite de formage. Isotropie, plutôt cruissage isotrope cinématique, plasticité à l'isotrope, et également viscosité. C'est très intéressant, en fait, l'approche phénoménologique, elle est simple à implémenter, je me rappelle, vous avez que cette équation, et tout se joue au niveau du VP, de H, comment vous déterminez ce VP, ce H. Maintenant, donc, cette approche phénoménologique, elle présente, comme je l'ai bien dit, quelques avantages. Le premier avantage, c'est une approche très pragmatique, simple à implémenter. On peut développer un code Mathematica ou MATLAB pour déterminer les salaires, rapide à exécuter. En quelques minutes, vous avez votre cours. Donc, c'est important. Donc, par conséquent, les industriels, ils aiment bien ça. Les industriels, ça les convient parfaitement. Donnez-nous une courbe où vous couplez les critères de vérification de Rice avec notre modèle de comportement. Ils cliquent sur le bouton, ils changent les propriétés matériaux. Ils ont à la fin, à la sortie, la courbe limite de formage. Et donc, c'est très intéressant pour les applications industrielles, mais ça reste une première approximation qui est assez limitée, puisque ça donne une première indication qui n'est pas tout à fait précise. Pourquoi elle n'est pas précise? Parce que les phénomènes que j'ai décrits précédemment, soit le cruissage, soit l'anisotropie, soit la viscosité, ce sont des phénomènes qui décrivent des phénomènes qui agissent à des échelles très fines. Les dislocations, les systèmes de glissement, l'anisotropie, la texture, soit cristallographique, soit morphologique. D'où l'intérêt de développer des modèles multi-échelles où on écrit tout à des échelles très fines, soit de l'échelle des dislocations, des systèmes de glissement. On applique ensuite un schéma de transition d'échelle pour monter à l'échelle macroscopique, et après on applique notre critère de bifurcation à l'échelle macroscopique. Et donc, pour illustrer un peu les limitations de l'approche phénoménologique, là, vous avez en fait, j'ai pris en fait une promenade de traction
Donc vous avez la texture initiale, l'orientation initiale des grains, on applique une traction initiale, vous avez une certaine désorientation des grains, c'est l'évolution texturale induite par la déformation plastique. Et donc cette évolution-là, elle va impacter forcément la surface de charge du matériau. Là vous avez en fait la surface initiale, c'est le bon mise simple, hein. Initialement le matériau est complètement isotrope, texture aléatoire, vous continuez à tirer, vous augmentez le rayon de la surface de charge, elle se déplace un peu, c'est l'effet d'un certain écrouissage cinématique, et en plus vous avez un changement de forme. Ce changement de forme, c'est ce qu'on appelle l'écrouissage distorsionnel, qui est dû à l'évolution de la déformation, plutôt l'évolution de l'orientation cristallographique. Ces phénomènes-là, il est mal modélisé l'écrouissage distorsionnel, et donc avec les approches multi-échelles, quand on a une texture, on est capable de le prédire d'une manière très précise. Un autre phénomène intéressant, en fait, qui décrit un peu la limite des approches finaux, c'est le mécanisme de déformation classique et le mécanisme d'écrouissage. L'écrouissage, en fait, macroscopiquement, c'est une courbe sigma epsilon, microscopiquement, c'est un déplacement des dislocations. C'est un déplacement des dislocations. On est capable maintenant, avec des approches multi-échelles, à écrire des équations au niveau des dislocations, à regarder le maclage, le phénomène de déplacement des dislocations, la saturation, l'annulation, tout ce que vous voulez. Et donc, on est capable de bien décrire le phénomène d'écrouissage avec des équations à l'échelle des dislocations. La déformation classique, ça décrit les glissements sur le système cristallographique. Et donc, tout ce que vous voyez à l'échelle macroscopique, soit écrouissage, anisotropie ou déformation classique, c'est les résultats des phénomènes qui agissent à des échelles très fines. Et donc, l'intérêt d'utiliser des approches multi-échelles qui permettent de formuler les équations à des échelles très fines et après monter avec des règles de transition d'échelle, d'homogénéisation, à l'échelle macroscopique, et après coupler les équations homogénéisées à macroscopique avec les critères de Rice. C'est ça l'objectif de cette partie de la présentation, la partie la plus importante. Donc, pour établir des approches multi-échelles, en fait, il faut préciser deux points. Il y a un point assez philosophique, en fait, qui n'est pas tout à fait clos jusqu'à maintenant. Ça dépend des écoles. C'est comment choisir, en fait, un volume élémentaire. En fait, ce qu'on va faire, on prend une tonne, on prend un volume élémentaire représentatif. Et après, une fois qu'on a ce volume élémentaire représentatif, on travaille sur ce volume-là, on essaie de tout décrire au niveau de ce volume, et après, comme il est représentatif, donc ça remplace le comportement de la toile. Donc, comment choisir le MER? Ça, c'est la première question. Généralement, en fait, on le choisit assez grand pour qu'il soit représentatif, donc quelques centaines de grains, voire, là on parle des matériaux cristallins, et donc quelques centaines de grains jusqu'aux quelques milliers de grains, et on le prend aussi assez faible pour assurer le principe de séparation d'échelle entre l'échelle de la toile et l'échelle de la cellule de base, ou bien de VR. Deuxième question importante, comment définir la stratégie multi-échelle? La stratégie multi-échelle, pour nous, généralement, on travaille sur deux échelles différentes. L'échelle de l'agrégat pour le cristallin, vous l'avez ici. Chaque point, bien chaque morceau de cet agrégat-là, c'est un grain. Et donc, l'échelle macroscopique, pour nous, c'est l'échelle de l'agrégat. L'échelle microscopique, c'est l'échelle du grain. Et donc, première chose à faire, on écrit la relation du comportement, un point. Tout ce qui est majuscule, c'est le macro. Tout ce qui est minuscule, c'est le micro. Et donc, on écrit le modèle de comportement explicitement ce que vous avez vu avec le CEP, on le écrit sur l'échelle des grains. Et donc, on arrive à dériver ou bien déterminer un fameux module tangent microscopique. Après, on utilise des règles de transition d'échelle pour monter à l'échelle macroscopique. Donc, première question, comment on peut déterminer ce fameux LI? On détermine le LI, on utilise nos lois de transition d'échelle pour monter à grand L. Comment je détermine ce LI? Je ne vais pas trop tarder sur ça. Ça, c'est le comportement monocristallin. Et donc, là, vous avez le L qui fait introduire, en fait, ça ressemble un peu au L pour le modèle macroscopique phénoménologique, sauf que je remplace le bout là, le bout plastique, par un gros bout qui introduit les vitesses de glissement. Et donc, c'est difficile d'expliquer tout ça parce qu'on n'a pas le temps. Et donc, le L microscopique, en fait, qui décrit le comportement isostatique, là, vous avez les surfaces de charge d'un monocristal. Là, vous avez les surfaces de charge d'un monocristal. C'est l'équivalent de von Mises ou de IL pour les milieux monocristallins. Maintenant, une fois qu'on a déterminé ce fameux L-là, comment je peux déterminer mon fameux grand L? C'est ça la question importante, fondamentale. Et donc là, vous avez en fait, on a travaillé sur plusieurs modèles de transition d'échelle. Ce calcul de ce grand L à partir de ce petit L dépend du schéma de transition d'échelle. C'est le modèle des télos. En fait, je vais citer les différents modèles.
vous avez le modèle de Taylor, en fait c'est le modèle le plus simple. Et donc ce modèle-là, ça permet de relier la déformation microscopique à son équivalent macroscopique et par conséquent, ça permet de relier le petit m au grand M. Donc le modèle de Taylor, c'est le modèle le plus, c'est un modèle en fait développé en 1938, 38-39, et c'est le modèle d'homogénéisation le plus simple. C'est un modèle en fait qui suppose que vous avez un agrégat polycristallin, la déformation est homogène au niveau de l'agrégat, et donc tout le grain se déforme de la même manière. Vous n'avez pas ni incompatibilité des déformations, ni effet de taille des grains, ni effet de morphologie. Donc ça reste basique, mais c'est quand même mieux que le modèle philo. Donc c'est une première étape. Et donc le modèle de Taylor, c'est un modèle qui suppose que la déformation elle est homogène. Et donc le petit g, la déformation microscopique, elle est égale à son équivalent macroscopique. En plus, vous avez une homogénéité du champ intergranulaire. Et donc forcément, le grand M, notre fameux modèle tangent macroscopique que j'ai besoin de le déterminer pour dérouler mon analyse de bifurcation, ce L-là, c'est une sorte de moyenne des modules tangents microscopiques simples. C'est-à-dire, si vous avez 1000 grains, vous appliquez le critère, le modèle de Taylor, vous calculez le module tangent microscopique, vous multipliez par la fraction volumique du grain, vous additionnez sur tous les grains, vous trouvez le module tangent macroscopique. C'est ça. Regarde, c'est une boucle là, c'est très simple. Et donc, c'est un modèle simple, mais qui est assez limité. Pourquoi il est assez limité? Puisqu'il joue avec les équations d'équilibre. On n'a pas d'équation d'équilibre. Tous les grains, en fait, physiquement, c'est comme vous avez en fait un agrégat. Des grains se déforment librement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun grain qui tient compte de son voisinage. Et ça vient de l'équation d'équilibre. Bon, mais je dis toujours, c'est mieux que le modèle philo, puisque vous avez la notion de texture, des grains, des systèmes cristallographiques. Et en plus, la deuxième limitation du critère du modèle de Taylor, c'est sa description pauvre des grains. C'est-à-dire un grain il est défini par sa fraction volumique, et n'est pas défini par sa forme, par sa géométrie, sa morphologie. Et donc, c'est un modèle qui reste assez pauvre, et pour un peu surmonter ces difficultés-là, on a avancé un peu dans la modélisation. Donc on fait le modèle, on fait une nouvelle sorte de technique de transition d'échelle qui est l'approche autocohérente. L'approche autocohérente, c'est une généralisation de l'approche de Taylor. Et en fait, cette approche-là, pour ne pas entrer dans le détail, donc elle est basée sur des hypothèses qui peuvent remédier à pas mal de limitations du modèle de Taylor. Entre autres, l'équilibre mécanique il est respecté. Donc les grains, quand ils se déforment, ils tiennent compte du voisinage immédiat. 2. Homogénéité des champs intergranulaires. 3. On suppose que les grains ne sont pas définis simplement par la fraction volumique, ils sont définis par la fraction volumique et la forme qui est supposée l'ellipsoïdale. Certes, ça reste restrictif puisque les grains ils ont une forme beaucoup plus compliquée, mais c'est quand même une belle évolution par rapport au modèle de Taylor. Il me reste combien de temps? C'est bon. J'ai dépassé les 10 minutes. Ça va. Ok. Et donc, bon, je vais aller rapidement. Et donc là, je compare le modèle de Taylor avec le modèle autocohérent. Je compare le modèle de Taylor avec le modèle autocohérent. Là, on a en fait l'effet de texture cubique de type cuivre ou de type random. Donc, on est en capacité maintenant d'étudier l'effet de la texture d'une manière précise sur les courbes limites de formage. On est aussi capable de tenir compte de l'effet de la morphologie des grains. Bon, j'avance rapidement parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc, les limitations du modèle autocohérent, c'est l'homogénéité des champs mécaniques, conditions limites, propriétés des grains. Et on a quelques difficultés numériques également qui nous ont poussé à adapter une nouvelle génération de modèles de transition d'échelle, qui est la technique d'homogénéisation périodique. C'est ce que j'ai fait pendant ma thèse. Et c'est une méthode de transition d'échelle à champ complet, alors que les autres à champ moyen. En fait, cette technique-là, elle est basée sur l'hypothèse d'homogénéité, de périodicité géométrique, cinématique, esthétique du comportement. Après, en fait, là, c'est la stratégie numérique. Il me reste un peu de temps par rapport à une question, je peux vous expliquer cette technique-là. Donc ça, c'est comment on génère, c'est les détails technico-pratiques de la stratégie numérique qu'on utilise. Voilà, j'ai dit des choses un peu abstraites, mais la question, les gens présents, ils peuvent vous poser la question, qu'est-ce qu'on fait exactement, techniquement? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On prend en fait la cube, avec la cube, par exemple, 2000 mètres, si vous voulez. On a des logiciels pour créer les morphologies des grains, type Mapper, c'est pas le seul logiciel, mais c'est le logiciel qu'on utilise. Ensuite, on va générer un Voronoi, en fait, des Voronoi. Une fois qu'on a ce Voronoi-là, on le maille par élément fini.
avec Abacus en particulier, et après on vient appliquer les conditions de périodicité et le chargement macroscopique, et ça va générer un fichier input dans Abacus, on le couple avec le schéma de plasticité cristalline, on lance les calculs, ça va nous donner un calcul complet, et entre autres, elle va définir la contrainte, la déformation et la matrice de rigidité globale. Et donc, maintenant, comment je peux déterminer la matrice, le module conjoint et la seule plastique à partir de cette matrice de rigidité globale? Si vous avez un calcul élément fini, vous avez par exemple 10 000 éléments, vous avez une grosse matrice, comment je peux déterminer ce fameux L pour l'utiliser dans l'approche des bifurcations? Là, on a plusieurs techniques en fait, plusieurs méthodes pour déterminer le grand L à partir de K. Et donc, on a utilisé ce qu'on appelle la méthode de condensation. Il y a un travail technique et numérique de fond pour étudier les différentes techniques, faire les comparaisons, dans des calculs, robustesse d'implémentation, tout ça. Et donc, toutes les étapes, ça nécessite beaucoup de travail. Donc là, c'est quelques résultats des illustrations des courbes limites de formage avec la technique d'homogénéisation périodique. Là, vous avez une plaque perforée avec en fait le premier exemple. Vous changez, avec une cavité elliptique, vous changez juste le rapport petit axe sur le grand axe. Vous regardez l'effet de ce rapport-là à surface égale, le rapport, l'effet de ce rapport-là sur les courbes limites de formage. Là, l'effet de la forme des trous à surface également. Vous avez un trou elliptique, un trou circulaire, un trou carré, et vous avez l'effet de la forme du trou sur les courbes limites de formage. Là, on a fait un calcul en fait, d'homogénéisation assez poussé pour étudier, en fait, vous avez un VER, un volume élémentaire représentatif, avec deux populations de cavités. Vous avez une cavité sphérique centrale, un matériau poreux, c'est ce que vous trouvez dans l'étoile. Hein. L'étoile, vous avez plein de porosités et des grosses porosités. Et donc, nous, on est capable de modéliser tout ça, on prend un petit volume, on fait l'étude gentiment et on arrive à déterminer les CRF. Bon, je vais aller rapidement. Là, c'est plus poussé. C'est la technique, en fait, avec les matériaux polycristallins poreux. C'est-à-dire, vous avez un agrégat polycristallin, des grains, et vous avez une cavité au centre. On est capable d'étudier la ductilité de ces matériaux-là en utilisant la technique d'homogénéisation périodique. Bon, là, c'est l'effet, c'est le dernier transformant. Voilà, c'est ça là. Et donc, là, vous avez en fait l'effet de la forme des grains. Vous avez l'effet de la forme des grains. On ne l'a pas étudié avant. On a parlé de la texture cristallographique. Là, c'est la texture morphologique, c'est-à-dire vous avez un e-col, vous faites un traitement de laminage ou un traitement thermique, vous changez les formes des grains. On essaie de regarder le fait de son changement de forme des grains sur la ductilité. Et donc là, on a trois formes différentes. On a des grains allongés, des grains cubiques, des grains aléatoires. Et là, en fait, c'est une sorte d'anisotropie. Sur la partie gauche, il n'y a aucun effet. Sur la partie droite, il y a un effet très important. C'est l'anisotropie en fait, créée par la forme des grains. Vous avez également l'effet de taille des grains. On a des cellules de base, des VER de 1 mm3. Une première cellule de base avec 25 grains, une deuxième 125 grains, et une troisième avec 500 grains. C'est-à-dire que vous prenez des grains très faibles. Vous diminuez la taille de grains et vous regardez l'effet de taille des grains, pas la forme, les tailles de grains sur la ductilité. Et là, on a des résultats assez intéressants. Là, en fait, pour l'étoile ultramince, quand vous avez 2, 3 grains, 5 grains sur l'épaisseur, le fait du rapport T sur D, c'est quoi le T? Le T, c'est l'épaisseur de la toile, et le D, c'est le diamètre moyen des grains. On est capable, avec l'outil qu'on a déterminé, d'étudier ces effets-là, microscopie compliquée, sur la ductilité. Donc, ça devient intéressant. Bon, je finis avec ce transparent-là, il me reste un petit transparent après, c'est juste une illustration. Et donc là, je pense que ça fait une dizaine d'années, on a dirigé plusieurs thèses, on a publié une quarantaine de papiers sur la thématique, des papiers dans des journaux impactés. On continue à travailler sur le sujet. Actuellement, en fait, voilà notre projet en cours. Premier projet, on continue à travailler sur les instabilités du genre matériel, le CLFA. Donc on a un projet, en fait, on a deux thèses chinoises, le CSC, le Conseil scientifique chinois. On a une collaboration avec l'Université en fait, des sciences et des technologies de Wuhan. On travaille sur des essais d'épée, on essaie de regarder l'effet des transformations martensitiques sur la ductilité des tôles. Donc c'est un projet international. Et on a un troisième projet avec une collaboration avec l'École centrale de Casablanca, avec Adnan Boukamel et avec Claudine Damid. Et on travaille en fait sur la stabilité dans les matériaux élastomères. Donc on essaie d'étendre tout ce qu'on a fait pour les matériaux métalliques, pour les élastomères qui sont hyper élastiques, mais qui peuvent, bizarrement, je ne savais pas ça, des matériaux hyper élastiques qui peuvent avoir des effets déstabilisants. Ça, on ne voit pas, puisque la surface n'est pas convexe, c'est la convexité de la surface de charge.
Également, on essaie de tendre ce que nous avons fait pour étudier les instabilités structurelles, le flambage plastique. On a une première collaboration avec le collègue avec César Ahmed sur le problème de flambage plastique sur Abacus. On est sur une nouvelle dynamique, là, on est en train de travailler sur le premier papier. Ensuite, en fait, on a une autre collaboration avec l'Université de Paris 6, avec le professeur Jimmy Lecondo, qui s'intéresse plutôt aux instabilités structurelles avec le modèle d'endommagement non locaux. C'est compliqué, mais bon, on va le faire. Et on a un troisième projet assez industriel avec Safran Tech. Donc voilà, j'ai quasiment fini la présentation. Je laisse le dernier transparent. Je ne sais pas si c'est très clair ou non. C'est une synthèse de des 12 de nos publications, des 40 publications, vous avez en fait 5 ou 6 IGT, vous avez du GPS, des CMABI, des papiers de journaux numériques. Pourquoi 12, pas plus ou moins? Voilà, c'est une autre question. Merci beaucoup, c'est Mohamed Ben Bataï, pour cette présentation. Très intéressante. Présentée d'une manière très pédagogique. Donc, présenter une étude multi-échelle en simplifiant les modèles derrière. Beaucoup de travail, beaucoup de complexité, mais la manière dont vous avez adopté, elle est très intéressante. Merci. On va passer à la session de discussion, des questions. Merci, M. Mohamed. Donc ma question, c'est la vôtre. Pourquoi 12? Pourquoi 12? Ah oui. Les meilleurs impactés. Je pense que tu l'as compris. C'est un clin d'œil à une ville en fait dans le sud tunisien qui s'appelle 12. C'est bon. Voilà. Juste le rapport entre la cavité, le rapport dimensionnel entre la cavité et la taille de gras et l'élément de volume VE. Oui. Question très intéressante. Vous n'êtes pas le rapporteur, le regard vient de le porter par hasard, non? Non, pas du tout. Je tente d'être un peu numérique. Non. En fait, là aussi, je vais présenter CETAP. CETAP, c'est notre expert en simulation numérique. Et mon cher prof et collègue avant. Oui. On a publié un papier GPS, on avait cette question-là en particulier. Et donc, en fait, on est les cavités, là vous avez en fait les cavités, vous avez deux cavités. Vous avez les cavités primaires, donc la grosse cavité, c'est 4% de volume total. Vous avez des cavités secondaires, en fait, la matrice mécanique, elle est elle-même poreuse. Donc vous avez deux niveaux de porosité. La cavité principale, des cavités sphériques. La cavité principale, c'est 4%. La cavité secondaire, c'est aux alentours de 1% de la matière. Voilà. Mais on garde toujours, en fait, on essaie de travailler sur des grosses cavités pour déclencher la stabilité, mais on reste sur des petites cavités pour avoir une certaine cohérence physique. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Il y a une question, ça. Elle, je gère les points. D'accord, ok. Ok, merci, c'est Mohamed. Donc, j'ai bien apprécié votre présentation. Le sujet est très intéressant. Bon, j'aurais deux petites questions. La première, est-ce que vous avez déjà validé? Certainement, vous l'avez fait. Les résultats que vous avez eus numériquement. La deuxième, je n'ai pas bien compris le concept de l'essai virtuel. Vous avez dit qu'on peut faire un essai virtuel pour justement produire ce genre de graphes, les CLF, etc. Donc, je n'ai pas compris cet essai, le concept de cet essai. Et merci. Oui, en fait, pour déterminer les CLF, vous avez deux approches. Il y a l'approche expérimentale. Vous prenez une code, vous appliquez des essais de remplissage avec des formes différentes pour couvrir tout le trajet du chargement. Là, vous voyez les là. Vous avez le flanc, ce flanc-là, en fait, c'est un flanc complet, c'est la traction cubaxiale. Et là, le flanc le plus mince, c'est la traction uniaxiale. Donc, vous faites des essais réels, des essais expérimentaux. Bon, ça, c'est la première approche. Deuxième approche, c'est on fait les choses d'une manière virtuelle, simulation. Donc, on suppose que le matériau est infini. Donc, on n'a qu'un seul point matériel. C'est le comportement mécanique, on écrit le comportement mécanique au niveau d'un point matériel, on couple ce comportement mécanique avec le critère d'instabilité et on tire virtuellement, on fait une simulation, pas élément fini, et dans d'autres codes on développe, voilà. Donc l'essai virtuel c'est par simulation numérique.
répond aux questions, non? Oui, ça va. Bonjour, merci pour cette présentation. Moi j'ai une petite question par rapport aux VER maillés. Oui. Par rapport en fait aux cellules Volkmann et le maillage. Donc, est-ce qu'il y a une taille de maille particulière? Parce que bon, vous cherchez à reproduire un petit peu le VER en fait, et c'est la distribution des vents. Mais en revanche, en fait, comme vous faites un maillage avec des quadrangles, de reproduire la forme du vent, etc., c'est très compliqué. Oui, en fait, donc est-ce qu'il y a une influence de tout ceci sur le résultat? La réponse à la question, elle est double. En fait, les outils qu'on utilise, ils sont assez robustes pour bien mailler les joints des grains à l'écran. Donc, il faut le travail d'une manière très optimale. Donc ça, c'est très intéressant. On n'a pas ce souci-là en particulier pour le moment. Mais on a un autre problème assez intéressant, c'est le problème de dépendance des résultats par rapport au maillage. Donc, la taille de l'élément. C'est ça ce que j'ai dit à la fin. Je ne suis pas entré dans les détails, j'étais un peu projet avec le projet avec le professeur Kondo, c'est pour utiliser des approches non locales. Les approches non locales, ça permet en fait de s'affranchir de ce problème de dépendance par rapport au maillage. Et donc, voilà, les outils qu'on développe pour le moment maillent bien les choses, on n'a pas de souci particulier, mais pour aller plus loin dans ça, on va implémenter des approches non locales, donc vraiment le champ de déformation de contraintes et dépend de moisillage, ça nécessite un effort numérique beaucoup plus important, c'est un des objectifs de notre prochaine collaboration. Avant-dernière question. Merci, c'est Mohamed pour cette présentation assez instructive et assez pédagogique. J'ai juste une petite question par rapport à l'approche appliquée aux élastomères dans un cadre de projet de coopération. Est-ce que vous allez garder la même approche? Les élastomères, ce sont des matériaux, contrairement aux matériaux métalliques, les élastomères sont des matériaux hyper élastiques. Donc on ne peut pas parler d'instabilité plastique, il n'y a pas de plasticité. Ok? Mais on va travailler sur des approches, sur des élastomères pour eux, avec des cavités, et donc principalement des instabilités structurelles, c'est-à-dire vous prenez un élastomère, un caoutchouc avec un trou, vous mou, et vous exercez l'effort, en fait, vous comprimez la cellule de base, et vous allez créer des instabilités. Oui, en fait, ce n'est pas le même comportement, ce n'est pas la même méthode de traiter le problème, mais la stratégie, la logique numérique générale, elle doit être à peu près la même. Autre point, en fait, les élastomères, en fait, ce que j'ai découvert cette année, c'est que, comme vous voyez, en fait, les surfaces de charge des matériaux métalliques, ce sont des surfaces convexes. Et donc, les élastomères, il n'y a pas de surface de charge, puisqu'il n'y a pas de plasticité, plutôt il y a un potentiel qui n'est pas convexe, et cette non-convexité-là, ça peut induire des phénomènes déstabilisants qui peuvent accélérer la stabilité. Ce que je dis peut-être c'est un peu abstrait, mais c'est un phénomène intéressant à étudier, l'effet du potentiel plastique non-convexe des élastomères sur les phénomènes d'instabilité. Merci, M. Mohamed, pour votre présentation enrichissante et claire. J'ai eu 2 ou 3 petites questions. En une seule question, voilà. L'implémentation de la matrice 4 tangentes, c'était faite à travers une subroutine. Oui. En fait, c'est en Fortran, non? Oui, quand on fait du télé en cohérence, c'est indépendant de la matrice. C'est indépendant de la matrice. Quand on fait de l'homogénéisation phonétique, c'est dans la matrice, on va développer des outils Python de post-traitement de résultats, des outils Python de post-traitement de résultats qui permettent, une fois que vous avez la matrice de rigidité globale, de condenser cette matrice-là, le cas, pour obtenir de fameux L. Et donc là, avec Mail, on fait à peu près la même chose pour d'autres applications. Les équations constitutives sont introduites dans la subroutine. Exactement. Exactement. Exact. Donc, merci beaucoup. J'invite Sissa Mesli à donner connaissance. On le remercie beaucoup. Espérons vous revoir encore une fois. Grand plaisir.